Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev de soi. Alors aujourd'hui, sans préparation aucune, mais je pense que pour ceux qui m'écoutent régulièrement, vous en avez l'habitude, je vais vous parler d'un sujet qui m'a traversé l'esprit récemment. On connaît bien le principe des biais cognitifs, et notamment le biais de confirmation. Ce biais cognitif qui veut que nous allions chercher dans la réalité des choses qui vont prouver, qui vont confirmer ce que l'on pensait déjà. C'est finalement une lecture un peu biaisée de la réalité. On emprunte les lunettes d'une couleur choisie, consciemment ou inconsciemment, et puis on pioche avec ces lunettes à travers lesquelles on regarde la vie. On pioche des informations, en tout cas on interprète ainsi pour que ça vienne confirmer ce que je pensais. Je pense qu'on a tous des exemples qui sont variés, par rapport à une personne, on va aller chercher des infos pour confirmer ce que l'on pense d'elle. Par rapport même à une insécurité dans une relation, on va aller chercher des infos, interpréter, regarder sous un certain prisme pour confirmer un sentiment, une insécurité, par exemple, dans une relation. Ça peut être aussi pour des choses plus positives, où on va aller chercher des raisons d'aimer une personne parce qu'on pense qu'elle est géniale, et du coup on va aller voir toutes ses qualités, tout ce qu'elle apporte de beau pour nous, pour la vie, selon nous, et du coup voilà, on vient en fait confirmer tout simplement ce que l'on pense, ce que l'on croit. Je pense même, je crois même que c'est ce terme qui est le plus approprié. Croyance, croire. Et l'autre jour, enfin cet hiver, là, je me suis fait la réflexion que j'avais tendance à être une sorte de caméléon et à m'adapter à ce que les personnes percevaient de moi, ou plutôt, si on rajoute une couche, mais bon, ça risque de complexifier un peu, à ce que je pensais que les personnes percevaient de moi. Mais quand même, c'est surtout des fois où je me rendais compte dans les mots que les personnes délivraient par rapport à moi, qu'elles avaient une image, que ça y est, j'avais une étiquette sur le front de tel ou tel type de personnage. Et du coup, je me suis surpris de manière très intuitive, presque en dehors de ma zone de contrôle, à donner le change, c'est-à-dire à agir comme la personne me perçoit. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est un biais de confirmation relationnelle. Parce que, en fonction de ce que la personne perçoit de moi dans la relation, en fonction du rôle qu'elle me donne dans la relation, eh bien, en fait, je deviens cette version-là. Je montre ça de moi. Alors évidemment, ça va pas sortir de nulle part, c'est-à-dire que souvent, les personnes, elles nous collent une étiquette et ça correspond en partie à ce qu'on est ou à ce qu'on peut être dans certaines situations, parce qu'on est vraiment, on est vaste, on est pluriel, on est capable du meilleur et du pire, on est capable d'être fermé et ouvert, on est capable d'être gentil et méchant, on est capable de beaucoup de choses, on est beaucoup de nuances. Et j'ai rencontré une personne qui m'avait c'était flagrant parce que ça m'arrive pas souvent qu'on me colle cette étiquette-là. L'hiver dernier, j'ai rencontré une personne qui m'a collé un peu l'étiquette de bourgeois, de mec un peu prout-prout, un peu, ouais, un peu bourgeois, un peu prout-prout, très propret, de mec un peu bon chic, bon genre, un peu coinsos aussi, on pourrait dire, et tout ça. Et je pense que cette personne, elle a identifié ça de moi dans ma manière de parler. Peut-être que dans ce podcast, c'est une étiquette qu'on pourrait me coller. Je pense qu'il y a certains de mes amis qui me colleraient pas du tout cette étiquette parce que je peux être tellement cru et tellement vulgaire et tellement grossier parfois. Mais voilà, cette personne-là, ce que je représentais pour elle, c'est venu l'activer sur ça, c'est venu l'activer sur cet a priori que une personne qui parle de telle ou telle façon, qui s'habille de telle ou telle façon, qui a tel ou tel objet chez elle, bah alors c'est une bourgeoise, etc. C'est ni bien ni mal. Mais du coup, dans cette rencontre et ces échanges que l'on a eus, du coup, je me suis surpris à aller mais à fond là-dedans,
et à me comporter vraiment comme ce que la personne percevait de moi. Ça m'arrive aussi beaucoup quand on me prête un peu l'image du spirituelo perché, du mec qui est complètement sur une autre planète, etc. Je vais peut-être moins là-dedans, mais intuitivement, et de manière plus consciente cette fois que l'étiquette du bourgeois, quand on me colle un peu l'étiquette du spirituel perché, j'y vais parce que ça m'amuse et parce que ça fait longtemps que cette étiquette, on me la colle, en tout cas régulièrement, et du coup, bon, bah voilà, c'est connu et j'arrive à peu près à osciller. Quoique, si jamais je résiste à cette étiquette, je réfléchis vraiment à voix haute avec vous, si jamais je résiste à cette étiquette qu'on pourrait me coller parfois de spirituel perché, ben je pense que du coup je vais plus du tout être naturel et que finalement, peut-être qu'en étant un peu bizarre, un peu pas naturel parce que j'essaie de contrôler mes pensées, mes mots, mes comportements, peut-être que finalement ça viendrait juste confirmer l'étiquette de Romain, t'es un spirituel perché. Du coup, ce podcast, j'ai pas envie d'amener beaucoup plus de choses, mais voyez comment ça résonne pour vous et posez-vous cette question. Est-ce que, parfois, vous vous adaptez à ce que les autres projettent de vous, sur vous? Quand est-ce que la dernière fois, vous vous êtes adapté à l'image que l'autre avait de vous? Et comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que vous y allez franchement? Moi, je pense, pour moi en tout cas, qu'il y a un espèce de réflexe très intuitif d'adaptation qui se met en place parce que j'ai besoin d'être validé, j'ai besoin d'être accepté, j'ai besoin d'être apprécié. Et du coup, mon cerveau, il fait un peu un raccourci et il se dit que, je pense, hein, il se dit, ok, on va lui donner les infos que cette personne veut, en termes d'image, de comportement, d'identité. Et du coup, certainement, de manière raccourcie, le cerveau se dit, je vais être accepté parce qu'il attend ça, je lui donne ça. C'est aussi intéressant d'un point de vue plus vaste, relationnellement parlant, parce que ça témoigne d'un réflexe plus ou moins primaire de tu veux ça, je te le donne. Est-ce qu'en échange tu peux m'aimer et m'accepter? Est-ce que je suis en sécurité du coup si je te donne ce que tu veux? Vous voyez, il y a des choses un peu archaïques d'un point de vue relationnel et qui sont très humaines finalement. Mais je trouve ça intéressant d'aller questionner ce, ce biais de confirmation relationnelle, moi, comme je l'appelle. J'ai pas trop recherché là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont utilisé ce terme. Je suis pas sûr que ça soit très juste parce que le biais cognitif de confirmation, c'est quelque chose de très particulier, mais j'ai fait ce mix et je me suis dit, c'est un biais de confirmation relationnelle. L'autre pense ça de moi, bah, paf, je vais agir, je vais parler, et je vais presque penser et ressentir comme tel. Donc, je trouve ça tout simplement super intéressant. Après, une fois qu'on a remarqué ça, ce que je trouve super intéressant, c'est de pouvoir le remarquer. Peut-être que ça m'est arrivé tellement de fois, mais l'hiver dernier, dans cette situation-là, je me suis mis un peu en métacognition, j'étais en train de m'observer et je me disais, wow, c'est chaud, je suis vraiment en train de lui donner le change et de faire comme il me perçoit. Donc, une fois qu'on remarque ça, je pense qu'on peut se poser les questions que je vous ai posées à l'instant. Et puis ensuite, on peut peut-être marquer un temps de pause, marquer un stop et se poser la question. Est-ce que j'ai envie de jouer ce personnage devant cette personne? Et puis, sans en parler, jouer ce personnage et puis voir comment ça se déroule et puis tant pis. Ou alors, est-ce que j'ai envie d'amener de la conscience dans la relation? Ok, je vais jouer ce personnage et j'ai commencé à le jouer, mais je vais mettre l'information au même niveau pour les deux protagonistes, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que j'étais rentré dans ce biais de confirmation relationnelle, je suis en train de jouer le personnage que l'autre voit de moi, et du coup, je vais informer l'autre. Et ça pourrait être hyper intéressant de dire,
écoute, j'ai l'impression, ou je me sens comme ça, j'ai l'impression que tu me perçois comme ça. Est-ce que c'est juste? Ou qu'est-ce qui fait que tu pourrais me percevoir comme ça? Et pourquoi pas dire, je me sens perçu comme ça, donc ne t'étonne pas, je vais vraiment agir comme ça parce que quand les autres projettent, bah, généralement, je m'adapte et je suis un peu dans mes comportements ce que l'on voit de moi. Donc là, ça suppose soit que dans la relation, on se connaisse bien les deux et du coup, c'est facile d'amener ce sujet sur la table et de faire preuve d'authenticité, de vulnérabilité et de dire ce qui est en train de se jouer et ce que nous-mêmes on est en train de remarquer, les questions qu'on est en train de se poser, tout en sachant que ça peut aussi être un biais de confirmation très personnel sur soi et en fait, on a l'impression que l'autre nous pose cette étiquette, mais en fait, pas du tout. Donc ça peut être intéressant de l'amener dans la discussion et de voir si l'autre il confirme qu'effectivement il a un peu cette image de nous et qu'il est en train de nous coller une étiquette sur nous, ou de voir qu'en fait nous c'est simplement que dans cette relation, dans cette conversation ou autre, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans un certain inconfort qui fait qu'on emprunte ce masque-là, mais l'autre n'avait même pas vu ce masque. C'est possible aussi. Ce qui est possible aussi, c'est que la personne nous dise non, non, pas du tout, je te vois pas comme ça, mais que ça soit pas vrai. Et ça, comme on se parle d'inconscient à inconscient, vous le saurez. On va très vite sentir si la personne elle est honnête ou pas, et si effectivement on s'est fourvoyé ou si au fond, oui, elle est bien en train de projeter cette étiquette sur nous et ce personnage. Donc voilà, on peut amener ça dans la conversation, ça peut être cool. Ou bien on peut continuer de jouer le personnage et se voir en train de s'adapter de manière intuitive et s'observer en métacognition, comme on dit. Ou alors, troisième solution, ça me convient pas. Là, je me sens coincé, je suis en train d'être dans un personnage, un trait de ma personnalité qui me correspond pas, l'autre est en train de m'étriquer dans une case qui est pas moi, qui me convient pas, qui est peut-être une infime partie de moi, mais c'est pas assez grand, c'est pas assez large, je peux pas déployer mes ailes dans cette relation, dans cette conversation ou cet événement, et du coup, je peux choisir d'arrêter, de quitter, ou bien de me dire, ok, j'ai pas envie d'être ça, là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'être pour être pleinement moi? Et du coup, s'autoriser, ça peut être aller un peu déconstruire, ça peut être aller un peu surprendre l'autre. Typiquement, moi, quand je me suis senti dans l'étiquette du bourgeois, ça aurait pu être m'amuser à aller un peu dans le grossier, à aller un petit peu changer ma façon de parler, voilà, voir comment j'aurais pu, sans me mettre dans l'inconfort, m'amuser un peu à, à faire changer l'autre de point de vue par rapport à ce qu'il projette de moi, par rapport à moi finalement. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous partager. Ensuite, au-delà de tous ces stratagèmes relationnels et comportementaux et ces stratégies comportementales que je viens de vous livrer, si jamais vous vous retrouvez à un moment donné dans ce biais de confirmation relationnelle, où vous êtes en train d'agir comme l'autre vous perçoit, vous pouvez aussi tout simplement rester tranquille et laisser faire. Voilà, vous remarquez qu'effectivement, on est en train de vous coller une étiquette et vous êtes en train de répondre un peu à cette étiquette. Bon bah, et alors, c'est une partition émotionnelle, comportementale que je sais jouer, je la joue, voilà. Et ensuite, si vous voulez, si vous le souhaitez, a posteriori, vous pouvez aussi vous poser ces questions et vous dire bon bah, est-ce que c'était ok pour moi? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je prends du plaisir dans le fait de jouer cette partition de moi? Est-ce que ça correspond à l'identité que j'ai envie d'avoir aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, à ma vision, à la manière dont j'ai envie d'être, de me comporter avec les autres, en société? Est-ce que ça colle? Ou est-ce que bah je pourrais à l'avenir me recentrer sur ma simplicité, mon essence? Est-ce qu'il y a des moments où je ne pourrais pas peut-être dans ces moments-là, si je vois qu'on est en train de m'enfermer dans une partition, revenir au noyau plus central de moi pour me détacher de ça. Mais je crois qu'au fond, c'est très philosophique cet épisode, je m'en rends compte, mon Dieu. Enfin, c'est pas concret, quoi, et en même temps, ça l'est un peu. Je crois qu'au fond, la première chose, c'est d'intégrer, d'accepter, et surtout de remettre les choses à leur place.
C'est-à-dire de se dire qu'en fait, c'est l'autre qui est en train de voir avec son cadre de référence. Donc le cadre de référence, il est conditionné par la culture, par les croyances, par l'éducation, par les expériences de vie, par la religion éventuellement, on pourrait dire que c'est relié à la culture. C'est conditionné, le cadre de référence, et la manière dont on voit le monde, la manière dont on étiquette les choses, en bien, en mal, en agréable, désagréable, en bizarre, pas bizarre, en intelligent, pas intelligent, c'est conditionné par notre cadre de référence. Tout ce codage un peu qui se fait dans les premières années de notre vie, et même on pourrait dire en intra-utérin ou même dans les générations d'avant, euh, voilà, c'est là et ça conditionne la manière dont on perçoit les choses. Donc déjà, rendre à l'autre la perception qu'il a de sa réalité. Et il se trouve que là, je suis rentré dans le champ de sa réalité, mais ça reste sa réalité. Et ensuite, moi, ce qui m'aide beaucoup quand des personnes perçoivent des choses de moi, par exemple, les quelques haters, comme on dit, que j'ai pu avoir, comme j'ai pas beaucoup comme j'ai pas un grand impact et une immense audience, du coup, c'est assez réduit et tant mieux, parce que déjà, ça m'impacte pas mal. Euh, le peu de haters que j'ai eu, je me posais la question, quand je lisais leurs messages, de me dire, qu'est-ce qui est quand même un peu vrai? Il y a des choses désagréables, mais si on le déconnecte de ce contexte d'un reproche très précis où je trouve que c'est faux, ces traits qui dessinent de moi, qu'est-ce qui est un peu vrai? Est-ce que ça serait pas une petite partition de moi? Et souvent, je me rendais compte, bah oui, que effectivement, à des moments, je pouvais être comme ça, ou qu'à certains moments de ma vie, j'ai pu être comme ça, et ou de me rendre compte qu'effectivement, dans ce qu'elles disent, c'est pas faux. Quand elles font des projections, je me dis, bah oui, ça pourrait être vrai. Donc voilà. Et en fait, personnellement, ça m'apporte beaucoup de paix de me dire, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je peux être ça. Alors c'est pas ce que je cultive, c'est pas la manière dont je me comporte la plupart du temps. C'est pas mon intention première, c'est pas la manière dont j'agis, c'est pas mon carburant, c'est pas du tout mon but. Mais dans ce qu'elles disent, il y a une part de moi, effectivement, impossible chez moi. Et puis aussi, on va refaire le chemin inverse, quoi, celui qu'on a fait juste à l'instant en parlant de la réalité de l'autre, de ses prismes, de son cadre de référence, c'est de se dire, bon, il y a peut-être une part de vrai, c'est peut-être une partie de moi qui est décrite dans l'étiquette qu'on vient de me poser, mais en même temps, c'est l'autre aussi, parce que l'autre, il est capable d'identifier chez moi que un connu chez lui, que quelque chose qu'il connaît, un possible chez lui. Euh, Si je sais pas que, par exemple, je vais prendre un exemple bateau. Si je sais pas que le feu existe, jamais, si je sais même pas que cet élément existe, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, à aucun moment, en voyant du feu, je pourrais dire c'est du feu. C'est du feu, ça brûle, ça peut être violet, rouge, vert, jaune, ça dépend de la température, tatati tatata. Si je ne connais pas le concept de feu et l'élément feu, je pourrais jamais l'identifier. Donc, c'est intéressant de se dire aussi que l'autre, s'il pose cette étiquette, c'est que c'est impossible sur moi, c'est que c'est impossible chez lui. Voire, parfois, ça peut être quelque chose qu'il désire, qu'il aimerait avoir, qu'il aimerait cultiver. Une partition de nous qu'il identifie ou qu'il projette et qu'il aimerait en fait avoir en partition chez lui. Voilà. Je crois que j'ai balayé large de manière un peu synthétique sur ce sujet du biais de confirmation relationnelle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez un exemple, vraiment je serais très curieux, je me sentirais moins seul, je serais très curieux de vous lire et de savoir si ça vous parle, si vous en avez déjà vécu, si oui, à quel moment et à quoi ça ressemblait. Voilà, je trouve que ça serait super intéressant. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que c'était pas trop flou, parce que voilà, j'ai réfléchi vraiment en freestyle avec vous. Mais je trouve que c'est intéressant et comme je le dis très souvent, identifier un phénomène, c'est pouvoir s'en désidentifier. Et le biais de confirmation relationnelle en fait partie. Si j'arrive à me rendre compte, à identifier ce phénomène quand il a lieu,
je suis beaucoup plus cool parce que je ne suis plus ce phénomène, je suis juste en train de vivre un phénomène, un système, mais mon identité, mon essence, elle est ailleurs. Voilà les amis, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et puis en attendant, bah, prenez bien soin de vous. Bye bye.